on connaît, on vient d'en parler, tous ces enzymes-là qui sont impliqués dans la dégradation de la paroi de plante. Ça a aussi été montré chez des nématodes parasites de plantes, mais qui mangent aussi des champignons, donc ça existe. On a trouvé des enzymes de la famille GH16 qui seraient impliquées dans la dégradation de la paroi des champignons cette fois. Donc ces nématodes mangent des champignons et ils auraient acquis une enzyme qui leur permet de dégrader la paroi des champignons. Parmi les autres choses qu'on a remarquées, on a trouvé des chorismates mutases et des cyanathiases. Ça, c'est des gènes qui sont potentiellement impliqués dans la suppression de la défense de l'hôte. On sait que les plantes produisent du cyanate comme mécanisme de défense, et donc les liases permettraient de détoxifier ça. Et les chorismates mutases, c'est impliqué dans la voie de défense de l'acide salicylique chez les plantes. Une troisième classe de choses qu'on a trouvées, c'est des enzymes impliquées dans le processing des nutriments. Donc les GH32 qu'on a vu tout à l'heure, mais on a aussi trouvé des gènes impliqués dans la voie de biosynthèse et de sauvegarde des vitamines B1, B5, B6 et B7. Donc c'est des vitamines qui sont essentielles à la vie. Et une des stratégies de la plante, ça pourrait être de dépléter les cellules de ces vitamines B. Et donc ces nématodes auraient acquis certains gènes bactériens qui leur permettraient de récupérer la voie de biosynthèse à partir d'éléments intermédiaires de la synthèse. Donc la dernière chose qu'on a trouvée, c'est des gènes impliqués potentiellement dans la formation du cycle nourricier du nématode. On a trouvé des gènes qui ressemblaient à NOD-L. Donc NOD-L, c'est un gène qui est impliqué dans la formation des nodosités chez les bactéries en relation symbiotique avec les légumineuses. Donc ça, c'est un truc qu'on a publié récemment sur toute cette histoire. Et donc si on regarde un petit peu ça, donc je ne vais pas vous montrer en détail, mais les différentes familles. Donc on a eu des transferts à partir de bactéries à différents timings de ces différentes choses, donc avec le même code de code. Ici par contre, ce seraient des champignons qui auraient donné des celluloses de la famille GH45 chez ces nématodes-là, et la polybactériose de la famille GH28. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout les mêmes que les GH28. Trouvez là qui sont plus proches de celles des bactéries. Et une chose intéressante qui nous fait penser que ces transferts horizontaux ont été importants pour l'émergence du parasitisme des plantes, c'est qu'à chaque fois qu'on a regardé, qu'on les a cherchés, on les a trouvés. Alors tous les clades de nématodes parasites de plantes où on a cherché des éléments de transfert horizontaux, ils ont eu lieu. Donc la dernière chose qu'on n'a pas trouvé, c'est dans les compilés, parce que pour l'instant on n'a pas de données génomiques ou de séquences. Donc maintenant, parmi les perspectives, les choses qu'on n'a pas encore regardées, ça c'est des choses qui ont été trouvées parce qu'on s'est intéressé à une fonction bien particulière. Mais quel est le répertoire complet d'enzymes acquis par transfert horizontal dans un génome? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions potentiellement intéressantes? Est-ce que tous ces transferts sont anciens? Et est-ce que par exemple ils sont positionnés près d'éléments transposables, etc. C'est des choses qu'on est en train de regarder dans une collaboration avec le laboratoire de Pierre Pontarotti, dans le cadre du programme MIE du CNRS. Et pour l'instant, ce qu'on a trouvé, c'est que dans le génome de nématodes agales, on a trouvé 616 gènes qui sont absents des métazoaires et qui ont plus de 50% de hits non animaux parmi les leurs 10 meilleurs hits de blast. Et quand on fait des phylogénies de ça, 194 de ces 616 sont confirmés par des analyses phylonétiques. Là-dedans, il y a potentiellement des nouveaux gènes intéressants acquis par transfert auto, donc on est en train de regarder ça en ce moment. Donc maintenant, les remerciements. Donc, je voulais remercier tous les membres de notre équipe qui ont participé à ça, donc Paolo Vieira, Thomas Guillemot, Marc Magliano, Pierre Abad qui est le directeur de l'unité et Philippe Castagnol, donc Marie-Noël Rousseau qui vient vous rejoindre à Marseille bientôt, vous aurez la chance de l'avoir ici, et donc Janice de Almeida, et aussi donc Bernard Rissa et Pedro Coutinho, avec lesquels on a collaboré sur ce papier, sur l'analyse du génome de Médogénie incognita, dans le cadre aussi du programme MIU du CNRS. Et je vous remercie. Est-ce que c'est systématique les demandes de gènes transférés, des bactéries qui des introns, par exemple dans la limace verte, chez la limace verte? Alors ça, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé dans les autres cas que chez les nématodes parasites. Je sais que chez
des gènes qui sont transférés de la mitochondrie vers le génome. Il y a des cas d'acquisition d'introns, etc. Je ne sais pas si c'est des généralités par contre, mais dans ceux que j'ai observés, ouais, c'était systématique. Et on a du coup une idée d'une espèce d'horloge moléculaire qui permettrait la datation à partir de l'acquisition d'un tronc. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est ça que tu voulais dire? Non, c'est ça que tu avais derrière. Il faut le regarder. Tu regardes. C'est toi qui le regardes. Moi, je pense qu'un transféré, ça accélère rapidement. Donc, tu peux avoir un temps minimum. Et ça serait intéressant de voir effectivement en essayant de dater à partir de là, de voir à partir de quel moment, si c'est cohérent, si tu arrives à déterminer une zone à partir de laquelle tu es. C'est vraiment une clé de la datation. Étienne, si ma mémoire est bonne, dans ces gènes de dégradation des polysaccharides de plantes, tu as des enzymes bactériennes qui sont modulaires. Oui. Il y a un module catalytique qui est attaché à un module non catalytique, optionnel. Oui. Et si ma mémoire est bonne aussi, on trouve des protéines modulaires chez les nématodes. Qu'est-ce que tu peux nous dire des événements qui se passent au niveau de la modularité? Est-ce que c'est la modularité de l'ancêtre qui est gardée ou est-ce qu'on a une fusion? Alors, l'élément qui nous rend la fusion chez le nématode. Alors on a regardé ça chez les cellulases de la famille GH5. Effectivement, elles sont associées à un domaine CBM2, donc de liaison à la cellulose. Donc on a vu que systématiquement, enfin dans les trois quarts des cas, il y avait, si je me rappelle bien, le domaine cellulase suivi du domaine CBM2. Dans certains autres cas, c'était dans l'autre sens. Donc déjà, ça faisait penser qu'il pourrait y avoir du shuffling d'exons qui ferait bouger en fait ces modules. Et une deuxième chose, c'est qu'on a trouvé des modules CBM2 aussi attachés aux expansines. Et certains de ces CBM2 attachés aux expansines étaient plus proches de ceux attachés aux cellulases qu'à ceux des autres cellulases. Donc on pense que c'est des domaines qui ont bougé pas mal et qu'il n'y a pas eu chez le nématode. Chez le nématode. On pense qu'il n'y a pas eu l'acquisition de la cellulase avec son domaine CBM2 ancestral, puis ensuite ça s'est transféré comme ça, mais que c'est probablement plusieurs fois un CBM2 qui s'est rapproché. Donc il y a des événements à prendre en compte sur l'évolution une fois que l'ADN est acquis. Non seulement tu as ces duplications, mais tu as aussi du shuffling intense. Et même entre expansines et entre familles différentes. Je pense. Alors après, à part quoi c'est drivé, tout ça, Moi j'avais une question de béotien sur ton modèle animal. Là. Oui. C'est quelle est la quantité d'oxygène qui est disponible pour ces nématodes? Je ne sais pas du tout. Donc, tu sais qu'il y a des bactéries des aubiers qui font des nodules. Oui. Les nodules détestent l'oxygène. Oui. Donc je me demandais s'il y avait de l'oxygène disponible pour ces bestioles et si ça ne vaudrait pas le coup de regarder certaines fonctions métaboliques liées à ça. Il y a des gens dans le labo qui regardent les espèces réactives de l'oxygène, etc., qui travaillent sur ça. Justement, côté nodosité, puisqu'on a des gens qui travaillent sur la nodosité chez nous. Et là, récemment, il y a une thèse qui commence qui essaie de faire le parallèle entre les nématodes et les légumineuses pour voir si on trouve des choses comme ça, des mécanismes humains, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Il y a une possibilité qu'il soit d'autres bactéries endosymbions qui font à travers ces transferts. Parce que je sais que chez les nématodes qui font des gales dans les figuiers, dans le fruit, il y a des échanges de Wolbachia, par exemple, entre des guêpes qui pollinisent et des nématodes qui parasitent. Je ne sais pas si il y a des choses. Oui, c'est encore une autre possibilité. Pour l'instant, on n'a pas observé ça, et puis on n'a pas trouvé de bactéries, de familles de bactéries endosymbiontes proches de nos gènes, mais peut-être que dans les autres gènes acquis par transférence de taux, on va trouver des choses comme ça. Alors, dans Melodogyna incognita lui-même, on ne connaît pas de symbionte pour l'instant. Par contre, dans les autres nématodes parasitopantes, on en connaît, mais on n'a pas le génome des deux, donc on ne peut pas encore voir s'il y a eu des transferts entre les deux. Oui, c'est aussi une possibilité. Oui. Étienne, tu parlais aussi, je trouvais cette hypothèse très intéressante, c'est la duplication
puis il y a souvent des gènes en un nombre de copies plus important chez Incognita que chez Arthur, mais parce que la structure du génome lui-même est dupliquée. Par contre, est-ce que sur une question de sélection, au bout d'un certain nombre de générations, on s'aperçoit que chez Incognita, il y a beaucoup plus de duplication que chez Abla? Ça, ce serait très intéressant pour expliquer comment ces nématodes qui sont asexués, à reproduction asexuée, arrivent à contourner des résistances, arrivent à générer un mécanisme de diversité que pour l'instant on ne connaît pas. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Et ça pose une question, c'est une très bonne question que tu as. Moi j'aurais voulu savoir si tu nous as montré ces duplications locales sur les gènes. Oui. Tu vois. Et tu voyais que c'était. Est-ce que tu vois des duplications locales sur des gènes qui n'ont rien à voir avec tout ça? Oui. Sur ces génomes? Oui. On a des protéases aussi, par exemple, des choses comme ça qui sont dupliquées comme ça en série. On a trouvé beaucoup de gènes comme ça chez. On avait déjà vu ça dans Arabidopsis, oui. Chez la plante, sans qu'on ait trop d'explications pour ça. Vous voyez qu'il y a des tas de familles de gènes qui se duplient de cette façon. Donc en fait, est-ce que tu peux dire maintenant que la duplication, elle suit nécessairement l'événement de transfert horizontal? Non, pas nécessairement. C'est un mécanisme probablement qui est sous pression de sélection positive parce que ça peut procurer un avantage, mais pas nécessairement suite à la transfert horizontal. Dans d'autres cas aussi. Par exemple, sur les lacs Z, c'était pas un transfert horizontal, c'était un gène de. Bon, ça a été muté artificiellement. Tiens, est-ce que tu as pu trouver des transferts horizontaux chez ton nématode concernant les oxydorémitoses, particulièrement ceux qui s'appellent la ligne? Eh bien, on va regarder, il faudrait qu'on regarde ça dans les nouveaux gènes qu'on a trouvés avec Pierre, mais pour l'instant, on n'a pas encore exploré en détail, mais ouais, ça serait intéressant. Est-ce que le transfert, ils sont arrivés avant la pollinisation, après la duplication? Ah oui, oui, parce qu'en fait, ils sont partagés avec d'autres nématodes comme les Mélédogina qui sont plus ancestraux et qui sont sexués. Alors, ça fait, donc oui, c'est des transferts par exemple, ici, il y a des transferts qui sont communs. Ces transferts-là, donc celui qui a une structure dupliquée, c'est Mélédogina incognita, et en fait les transferts ils sont ici, donc ils sont partagés avec tous ces nématodes-là, qui sont même pas que parasites de plantes, ils mangent du champignon aussi. Ils sont pas c'est très ancien. Ouais, donc pour certaines familles, on est sûr que c'est très ancien, pour d'autres par contre, ça semble être plus récent. Si ça va la pollinisation, ouais. Quand tu as la data sur certaines millions d'années, je crois. Ouais, alors on n'a pas de datation malheureusement chez ces bestioles, dans ce groupe-là. Il y a un nématode généraliste. Il y a des nématodes qui sont plus généralistes que d'autres. Je ne connais pas. Je ne connais pas qui mangent des bactéries, des champignons et de la plante, par exemple. Mais probablement, il y en a qui sont moins spécialisés. En fait, on remarque que plus on va chez ces espèces-là, plus elles sont spécialisées. Celles-là, elles rentrent dans la plante, elles font le cycle nourricier. Les autres qui sont ici, elles sont migratrices dans la plante, elles rentrent, elles sortent, etc. Donc, on va vers une spécialisation là-dedans, et celle-là, elle mange carrément. Par exemple, Bursaphenancus, c'est un organisme de quarantaine maintenant en Europe. Il tue des pins un petit peu partout, en Portugal, en Espagne, je pense bientôt en France. Donc, il mange des champignons, son vecteur c'est un insecte, et il tue la plante. Donc, vous ne savez pas encore. Et il vit en association aussi avec tout un microbiome. Donc, il y a des interactions très fines entre les différents. Est-ce que c'est le truc qui tue des pins dans les rocheuses? Alors, il tue aux États-Unis, au Japon aussi. Alors maintenant, aux États-Unis, ils sont résistants, les pins, donc ils sont plus trop problème. Pas au Canada. Alors peut-être pas au Canada. Sur Bursaphenancus, alors c'est peut-être une autre maladie, mais sur Bursaphenancus, les pins américains sont résistants. Mais ils ont des gros problèmes au Japon et en Europe, c'est arrivé à fond. Chez nous, on a tout ce qu'il faut. On a l'insecte, on a. Et il est séquencé celui-là? Oui. Les Japonais l'ont séquencé et nous, on a fait le transcriptome. Et alors, quand on compare celui-là qui est plus généraliste à la masse au génome de celui de la plante qui fait son. Ouais. Quelles sont les différences? Alors, le génome n'est pas encore disponible, donc je ne peux pas dire.